Bienvenue Antoine Joutot. On est particulièrement fiers de vous accueillir ici au Point parce que en fait vous êtes un symbole d'une forme de résistance européenne dans le domaine du numérique. Il y en a très très peu des exemples. On parle souvent dans le journal des GAFAM, du rouleau compresseur, et en général on en parle un peu comme Attila le Hun quand on parle d'Amazon ou de Google, et vous êtes un contre-exemple. On a envie que vous nous racontiez tout ça, mais on voulait d'abord vous dire qu'on est fiers que vous soyez là aujourd'hui, parce que vous représentez, à mon sens, quelque chose de très important pour les gens qui sont dans le numérique, donc dans l'économie en général, en France. Donc bienvenue. Merci. Et alors, on va parler de l'Europe, mais d'abord, il y a une tradition au Point, c'est qu'on interviewe les patrons des entreprises, les entrepreneurs, comme s'ils étaient professeurs au Collège de France, comme s'ils étaient sociologues, comme s'ils étaient médecins, parce qu'ils auscultent, ils voient, ils touchent ce qui se passe dans la société, dans la vie. Et alors, docteur Joutot, comment va la France? Première question. Oula. De votre poste d'observation avec tous vos capteurs, vous voyez des trucs. Ouais, c'est une question large. Bonjour à tous, je suis très content d'être parmi vous. Comment va la France? C'est difficile à dire en ce moment parce que je pense que tout est en train de bouger à nouveau. En tout cas, nous on est un observateur, je pense, très, très pointu de ce qu'est l'économie française, puisque grosso modo, le Bon Coin touche à peu près 3/4 des Français dans une année, de toutes les catégories socio-professionnelles. Et on est aussi présent dans tous les grands univers, on va dire régaliens de l'économie, c'est-à-dire on est le premier site immobilier français, où on a 75% des biens à vendre en France sur le Bon Coin. On est le premier site automobile français. En biens de consommation, on permet aux Français de s'équiper. On est le deuxième ou premier site emploi français. Donc on est un bon observateur de ce qui se passe. Comment va la France? Je dirais qu'elle a plein de ressources et elle a plein de résilience. En tout cas, ce qui semble être engagé, c'est que la transformation écologique, les changements de mode de consommation sont ancrés. Et je pense que c'est ça l'observation que je fais. C'est-à-dire que les Français, il y a une quinzaine d'années, ont commencé leur transition écologique sans rien demander à personne. Ils ont commencé à se dire je vais changer ma manière d'acheter mon électroménager, mes produits médias, je vais changer la manière dont je vais acheter mes vêtements, etc. Et ce mode de consommation est ancré maintenant et s'est accéléré avec la crise du Covid, qui a modifié aussi les priorités de consommation de manière assez massive. C'est l'achat d'occasion qui devient une priorité, non pas pour des raisons de prix, mais pour des raisons écologiques. Je pense que c'est un combo, c'est-à-dire que c'est à la fois une question de pouvoir d'achat, qui est de dire je réattribue mon budget différemment, et puis aussi je vais gagner un peu d'argent. Sur le Bon Coin, on gagne 400 € par an. Donc avec l'actualité et les pénuries qui s'annoncent, ça va devenir encore plus important. Et puis on fait beaucoup d'économies. Ça, c'est le premier aspect. Puis le deuxième aspect, c'est l'écologie et la manière de consommer. Aujourd'hui, la moitié des achats qui se font sur le Bon Coin se substituent à du neuf. La moitié. La moitié. 50% des achats se font à la place d'achats neufs. Et cette accélération, on voit bien les modes de consommation sont en train de bouger. On l'a vu dans l'immobilier pendant le Covid. On a vu des mouvements assez massifs vers de l'habitat, d'abord en dehors des grandes villes, vers un habitat plus grand, avec des extérieurs. Voilà, on a une place privilégiée, une place d'observateur sur le marché français. Alors justement, il y a un sociologue qu'on aime beaucoup au Point qui s'appelle Jean-Claude Kaufmann, qui a écrit un livre formidable après le premier confinement qui s'appelle « C'est fatigant, la liberté, bienvenue dans la société molle ». En fait, il expliquait que les gens étaient contents qu'on leur dise, une partie des gens étaient contents qu'on leur dicte leurs horaires. Ils se repliaient dans leur maison, sur le cocon familial. Il appelle ça, lui, la société, la civilisation du pyjama. Alors il disait, il y a aussi un autre aspect, c'est que les gens se lavaient moins, ils sortaient moins, ils faisaient moins l'amour aussi. Mais est-ce que vous avez constaté ce mouvement de repli vers la sphère privée du cocon familial qui va peut-être aussi avec l'installation dans d'autres endroits, peut-être en dehors des grandes villes? Est-ce que vous avez constaté ça aussi? Ouais, mais ça a été une réalité. Alors, ça a rechangé, mais dans les 2 premières années de confinement, il y a eu des comportements assez intéressants qui se sont produits.
de bon sens des Français, mais qui se sont repliés au début en disant je vais me rééquiper différemment, je vais prendre des chaises de bureau, des ordinateurs pour mes enfants, je vais prendre des films, des jeux de société. Et puis ça, c'était le premier confinement, cette espèce de repli sur soi, je vais coucouner beaucoup chez moi, donc qu'est-ce que je peux faire comme activité? Et puis la deuxième, ça a été plus le sport, qui a émergé en disant il y a des confinements qui arrivent, mais on a tous pris du poids, donc on va arrêter de grossir. Ça, on l'observe. Moi, ce que je pense, c'est que en fait, les gens se sont retrouvés face à leur habitat. Ça a été notamment les citadins, et notamment dans les villes avec des surfaces petites comme Paris. Il y a eu une prise de conscience assez forte qui est de dire je vis dans un habitat trop petit pour moi, il faut que je change, j'ai des aspirations différentes. Le télétravail a bousculé massivement aussi la perception de la relation qu'on a avec le travail. Je l'observe moi en tant qu'entrepreneur, mais aussi je vois bien les mouvements qu'il y a eu immobilières sur les modes de recherche. Des régions ont complètement basculé, sont redevenues attractives. Les mouvements ont été observés, nous on le voit, puisqu'on équipe 30 millions de Français ont l'application Le Bon Coin, donc on voit très bien où sont les modes de recherche et vers quoi ça a basculé, sur justement des villes plus moyennes, etc. Donc cette bascule, elle s'est fait, on va dire, drastiquement sur les 2 premières années. Là, de nouveau, ça rechange. Ça rechange parce que la crise ukrainienne est en train de réveiller des... Oui, parce que c'est quelque chose d'assez naturel. C'est que il y a des phénomènes de repli de nouveau qui se produisent, qui est de dire, en fait, mon projet de déménager en province, j'accélère, je veux aller dans un endroit... C'est un réflexe survivaliste? Non, c'est plus un réflexe mode de vie qui est de dire, on vit dans un monde difficile, je veux améliorer ma qualité de vie quotidienne, je veux protéger ma famille, mes amis, je veux avoir un meilleur environnement face à un monde d'une agressivité sans commune mesure. Voilà, c'est plus ça, et ça aujourd'hui, toutes les données que nous on est un vrai observatoire de la vie quotidienne des Français, nous permettent de déterminer des tendances de mode, de consommation, des mouvements sociaux, des mouvements sur les secteurs d'activité aussi, parce qu'on est un site d'emploi, voilà, on est capable d'observer ça. Alors, dans les grands mouvements du monde, il y a dans le sujet du numérique, parce que la géopolitique est aussi numérique, et même beaucoup numérique aujourd'hui, il y a un mystère. Expliquez-nous comment Le Bon Coin n'a pas été balayé par les GAFAM. Une forme de mystère, on se demande qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce que vous avez fait, étant donné la puissance, la violence parfois d'ailleurs des grandes plateformes américaines, comment est-ce que vous avez fait, pourquoi est-ce que, et je pense que c'est une valeur d'exemple, pourquoi est-ce que Le Bon Coin n'a pas été mangé par Amazon, par eBay. Alors c'est même plutôt l'inverse d'ailleurs, parce que votre maison mère a racheté un morceau d'eBay. Explique-nous ce qui s'est passé, pourquoi? Outre mon arrivée, outre votre arrivée, parce que je vois arrivée, c'est essentiellement ça, et après... Je pense qu'il y a eu je pense qu'on a représenté tout l'opposé. C'est-à-dire, face à un monde globalisé, on a proposé une approche locale. Face à un monde contrôlé, on a proposé un monde libre, puisque la vente entre particuliers, c'est finalement se réapproprier son pouvoir d'achat et sa manière de consommer. On décide finalement de tout ce qui est autour de soi, on reprend la main sans intermédiaire sur notre vie. Et c'est ça qu'on propose, et ce qui est l'opposé de la promesse qui est faite par ces entreprises. Je pense que ça a été ça. Je pense que aussi il y a en France, mais dans plein d'autres pays d'Europe, il y a une vraie culture de vide-grenier, de brocante, de meilleure consommation que les GAFAM n'ont pas traité pour le moment. C'est-à-dire qu'en gros, ce virage écologique, il est inexistant aujourd'hui parmi eux. Or, c'est une réalité. Les gens sont préoccupés par ce sujet-là et sont acteurs. Et donc, ils se sont tournés vers des plateformes plus locales, plus simples à utiliser, moins arrogantes, plus pragmatiques. Et je pense qu'on a incarné ça. Après, pourquoi on a survécu ? Parce que je pense que le concept qu'on a amené est un concept utile, pratique, efficace. Et ça, c'est comme le juge de paix. Il faut quand même avoir une plateforme qui soit la meilleure possible. Et puis ensuite, on s'est glissé dans cet univers parce que les gens se sont appropriés
la marque et la plateforme. Aujourd'hui, c'est eux qui posent les contenus. Les contenus, c'est pas nous qui les produisons. Toi, tu produis les contenus. Moi, aujourd'hui, je les produis pas. Je mets en œuvre pour que la transaction se fasse dans les meilleures conditions possibles. Mais c'est pas moi qui possède les 45 ou 50 millions de produits sur la plateforme. Voilà, donc je pense, on est venu avec un concept et puis on a aussi travaillé une marque qui incarne des valeurs et une entreprise qui incarne des valeurs aussi et qui a une stratégie qui est différente et qui a une vision du monde peut-être plus humaine, plus respectueuse de la donnée, plus respectueuse fiscalement. Enfin voilà, elle a un positionnement qui est très différent. Mais est-ce qu'en termes de taille de marché, quand on est une entreprise dans le monde du numérique, il n'y a pas une urgence à s'imposer? Il y a ce livre extraordinaire de Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, qui s'appelle Blitzscaling, la croissance éclair, qui dit qu'il y a un price, un prix, là, il faut aller capter cette chose-là. Est-ce que Le Bon Coin n'a pas, d'une certaine manière, aussi eu ce réflexe-là d'aller capter le marché le plus vite possible? Si, parce que je pense que c'est ce on s'était vertué à faire. Je pense sur tous nos marchés, on est venu avec un concept C2C, mais notre monétisation, elle se fait en B2C. Et on a été assez rapide, je pense, dans l'exécution de ce plan. On appartient à un groupe international, quand même, européen, très ancré européen, côté la bourse d'Oslo, où on a un groupe de presse, on a eBay maintenant qui aussi a rejoint, et on a aussi d'autres actionnaires. Et on a une vision à la fois locale, mais on a une vision aussi de conquête de parts de marché assez forte, notamment sur nos cœurs d'activité qui sont les biens de consommation, mais aussi tout ce qui est automobile et immobilier, voilà, qui sont les trois zones sur les 3 marchés sur lesquels on veut être les plus forts. Et on a été agressif quand même sur ces marchés-là. On a été agressif parce qu'on a conquis des parts de marché à partir de contenus des particuliers. On s'est étendu sur les professionnels en combinant les 2 offres et en essayant de gagner nos parts de marché avec une vision très simple Parce qu'il y a 2 virages. Il y a une question d'extension internationale et puis il y a une question d'extension au e-commerce, en fait, qui est le grand virage du Bon Coin. Alors, en quoi ça consiste et pourquoi ce virage vers le e-commerce? Alors, le virage e-commerce, c'est un virage qui est assez amusant d'ailleurs parce que il y a une quinzaine d'années, quand Le Bon Coin s'est lancé, le roi de la transaction de taux particulier, c'était eBay. Ouais. Et qui avait un modèle aux enchères, payant, etc. Et Le Bon Coin a sorti eBay du marché, en tout cas sur la partie vente en taux particulier. Depuis, ils se sont refaits sur la partie B2C. Parce que justement, il proposait un service simple de mise en relation, sans intermédiaire, sans moyen de paiement, etc. Bon. Et le mouvement qui est en train de se produire là, c'est que Le Bon Coin va garder ça, puisque c'est notre ADN, mais on est en train aussi de s'adresser aux transactions à distance. Et en fait, aujourd'hui, il y a 80% des transactions sur Le Bon Coin qui se font en face à face, 20% qui se font à distance. Et ces 20% à distance, nous, on a envie de les basculer sur un service où nous, on est intermédiaire. Où on propose des moyens de paiement, des moyens de livraison comme un e-commerçant. Donc on opère cette bascule depuis 3 ans maintenant, donc depuis vraiment 2 ans, on a vraiment accéléré. Et c'est une révolution, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aujourd'hui utiliser Le Bon Coin comme un site e-commerce lambda, mais on peut aussi choisir d'utiliser Le Bon Coin pour faire une transaction face à face. On vous propose l'intégralité du service. Et ça bouscule complètement l'entreprise parce qu'elle a été obligée de s'adapter à d'abord être plus dans la transaction, donc fournir un service plus important, et puis aussi avec des volumétries énormes de transactions. Hein. On estime aujourd'hui sur Le Bon Coin par an à peu près 110 millions de transactions. Donc c'est à peu près la taille de Amazon, hein. C'est à peu près ça, 110, 130 millions. Et on estime à peu près 21 milliards d'euros d'échanges sur Le Bon Coin par an. Ah oui. Donc ça bouscule toute notre manière de gérer l'entreprise, nos données, et même les profits de nos équipes. Mais pour parler, comme on parle dans le sport, dans le domaine du e-commerce, Amazon, ils sont donc prenables? Je pense qu'ils ne sont pas prenables. Pas avec les règles du jeu qui existent aujourd'hui pour tout le monde. C'est pas possible. C'est-à-dire aujourd'hui, il y a des règles du jeu fiscal et de gestion de la donnée qui empêchent en fait n'importe quelle entreprise européenne d'aller se fighter avec eux. Par exemple, il y a des sites e-commerce qui auraient pu tout à fait affronter nos amis d'Amazon, mais ils n'ont jamais eu les moyens puisque
Aujourd'hui, la pression fiscale qui est exercée sur eux est différente. Parce qu'ils ne payent pas d'impôts, ouais. Enfin, Ils en payent, mais ils en payent beaucoup moins et pas au bon endroit. Ensuite, ils gèrent une donnée qui peuvent utiliser à soi. Vous savez, la bataille, le travail des GAFA, c'est pas tellement de fournir des services intéressants, ce qu'ils font, hein, ils sont bons, hein, y a pas de... c'est surtout de collecter une donnée sur lesquelles, derrière, vous pouvez asseoir vos décisions et personnaliser vos services. Et c'est ça tout l'enjeu aujourd'hui. Nous, on a une réglementation européenne qui est très vertueuse et qui est très moderne, et on a bien raison de l'avoir implémentée. Le problème qu'elle a, c'est qu'elle s'applique qu'aux Européens. Et aujourd'hui, c'est un exemple, mais je pense que Le Point aussi est un bon exemple, mais Le Bon Coin a perdu 10-15% de ses données sur ses utilisateurs avec la réglementation européenne sur la RGPD et la e-privacy. Donc, est-ce que c'est bien qu'on ait perdu 15% de données de gens qui ne voulaient pas confier leurs données ? Certainement. Le problème qu'on a, c'est qu'en face de nous, les gens, ils ont gardé 100% de concurrents, 100% de leurs données. Oui, parce que quand on est sur Amazon ou sur Google ou sur Facebook, on est logué, donc de toute façon... Déjà, tu as essayé d'enlever tes cookies pour voir un peu comment ça se passait. C'est compliqué, quoi. Et c'est fait exprès. Mais au-delà de ça, ils produisent des bons services. Est-ce qu'on peut être une alternative ? Certainement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, en taille d'audience sur la France, on est quasi équivalent. 2, en termes de contenu, la consommation de demain, c'est comme de la consommation d'occasion. On va peut-être se réveiller dans 2 mois, dans 6 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, quand on aura d'autres préoccupations, et c'est normal de les avoir en ce moment. Et le vrai challenge de l'humanité, c'est quand même aujourd'hui de mieux consommer. Et aujourd'hui, ces acteurs-là, ils ne l'ont pas adressé. Or, aujourd'hui, c'est ce que fait Le Bon Coin. Il adresse un mode de consommation différent, de réutiliser tout ce qui a été produit. Et ça, aujourd'hui, c'est une marque de différenciation. Et ça ne sera pas facile de devenir sur ça, parce que nous aussi, au fil du temps, on s'est quand même staffé. Nous aussi, on a accès à des technologies qui sont bonnes. On n'a pas les moyens de développement de ces acteurs-là. Je voulais poser la question, parce que Amazon, je crois que c'est le dernier chiffre, je me trompe peut-être, mais le dernier chiffre que j'avais en tête, date peut-être de 2019, c'était leur investissement en R&D, c'est 23 milliards de dollars par an. Est-ce que concrètement, est-ce que dans ce domaine-là, la taille compte, ou est-ce qu'on peut réussir en ayant beaucoup moins d'argent ? Oui, bien sûr que la taille compte. Si demain, ces acteurs-là décident d'aller chercher un acteur en Europe ou plusieurs pour justement mettre la main sur des marchés, bien sûr qu'ils peuvent le faire. Après, est-ce que c'est dans leur stratégie ? Je ne sais pas, parce qu'ils ont quand même une vision de plateforme globale, de ce qu'ils appellent le scalable platform, et que je pense qu'un acteur comme nous, par exemple, on ne coche pas les cases. Mais oui, bien sûr, s'ils génèrent 23 milliards d'euros, ils peuvent acheter n'importe qui, n'importe quand. Là, je parlais même en recherche et développement, c'est-à-dire en code, en recherche pour l'ergonomie de leur plateforme, etc. Est-ce qu'on peut lutter, parce qu'on est plus malin, plus agile, parce que c'est l'autre avantage, vous êtes peut-être sans doute plus agile et plus proche du terrain. Moi, je pense que oui, on peut, parce qu'en fait, il y a des choses qui sont extrêmement rationnelles derrière. C'est pas parce que vous avez plus d'argent que vous allez gagner. C'est parce que probablement vous avez... Non, mais c'est parce que vous avez la meilleure proposition de service. La question, c'est quelle est la meilleure proposition de service pour les gens ? Les gens sont des gens... les citoyens français, les citoyens européens sont des gens pragmatiques. Aujourd'hui, ils cherchent 2 choses. Ils cherchent du pouvoir d'achat et ils cherchent à mieux consommer. Voilà. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on peut trouver ça ? Regardez toutes les tentatives de tous les GAFA depuis des années de diversifier leur secteur d'activité, de diversifier leurs services. Globalement, quand vous regardez leurs initiatives, ils ont tout le temps échoué. Quasiment tout le temps. Et pourtant, ils ont les moyens les plus importants. Pourquoi ? Parce que, en fait, il y a une question d'exécution, qui est de dire, ils ont les meilleurs ingénieurs, ils ont le plus d'argent, ils ont l'audience, et ils n'y arrivent pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a un savoir-faire, il y a aussi des contenus liés à la marque, et il y a aussi l'adoption du grand public. Le grand public, il se trompe. Il ne se trompe pas sur quelles sont les entreprises qui sont derrière les services. Et vous êtes associé à votre marque, à un service. Et l'humanité, elle réfléchit à ça. Les gens ne sont pas des moutons, ils ont cette approche-là.
Donc non, oui, c'est possible. Après, bon, je dis ça, puis ça se trouve, voilà, un jour, ils en diront, bah, ça suffit. Mais, moi, je crois qu'on peut lutter parce qu'aujourd'hui, d'abord, il y a un autre phénomène, c'est que technologiquement, il y a quelques années, ces entreprises, elles avaient des décennies d'avance, on va dire, si on voulait s'aligner. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'en fait, ce qu'il faut avoir conscience, c'est que toutes les technologies, en gros, complexes, notamment d'algorithmie, qui existent dans le monde, sont toutes accessibles maintenant. Et elles sont accessibles avec moins de moyens nécessaires. C'est très curieux, ça veut dire que vous dites que le ticket d'entrée est moins élevé qu'il y a quelques années? Oui, le ticket d'entrée est moins élevé. Parce que vous avez plein de briques open source aujourd'hui qui sont disponibles et qui ne demandent pas des années de recherche et développement pour intégrer. L'assemblage est compliqué. Et la promesse utilisateur, ça c'est compliqué. Et l'assemblage de ça, non. Alors justement, j'ai deux petites questions un peu plus personnelles avant qu'on passe aux questions de la salle. Vous avez une histoire qui est un peu particulière. Vous avez été élève à Poitiers, comme moi d'ailleurs, mais pas dans le même endroit, parce que vous avez été... D'ailleurs, on foutait des raclés là, en foot, régulièrement. J'étais à Saint-Stanislas. Comme ça. Et donc on perdait, c'est vrai? Moi, c'est parce que j'étais pas dans l'équipe. Et vous avez été au lycée du Futuroscope, qui s'appelle le... lycée Pilote Innovant. Voilà, le lycée Pilote Innovant, puis une école de commerce, puis Dauphine. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit que vous, dans votre recrutement, vous cherchiez justement des profils atypiques, des écorchés parfois même. Pas trop, mais un peu quand même. Est-ce que c'est pas un des vrais sujets de la France, de savoir capter des gens qui, comme l'a su faire d'ailleurs Dauphine, visiblement, dans votre cas, qui ont des parcours qui ne sont pas linéaires, qui ne sont pas, comment dire, la voie royale de Versailles, je sais quoi. Moi, je pense que on est dans un monde divers et varié, et heureusement. Moi, je crois profondément à la compétence et qu'elle s'acquiert par plein de moyens. Ça peut être via des écoles de renommée et de renom, et puis aussi ça peut être par l'apprentissage par soi-même, par ses expériences. Moi, je crois profondément à cela, et l'expérience que nous, on a, en tout cas dans les équipes que nous gérons, et quand même on est 1500, et on a notamment des équipes de développement très nombreuses, on a 600 personnes, on voit bien que les équipes qui sont les plus variées et qui ont des profils le plus différents possible sont les meilleures. Pourquoi ? Parce que les idées, si vous arrivez et que vous pensez tout le temps de la même manière, globalement, vous appliquez le plan, c'est sérieux, mais vous n'allez pas basculer dans l'excellence. Parce que l'excellence, elle vient de la créativité, elle vient de la cohésion, elle vient du génie. Et ce truc-là, cette espèce d'alchimie, ça n'est pas avec des robots et avec des gens formatés. Ça naît avec du débat, ça naît avec des idées, et ça, il faut créer les conditions. Et les conditions, c'est la diversité. C'est pas le formatage complet. Donc ça, moi, mon expérience là-dessus, et en tout cas, ça a l'air de se révéler, et c'est que si vous voulez avancer, si vous voulez disrupter, si vous voulez changer les codes, il faut sortir des sentiers battus. Or, si vous prenez des gens qui sont brillants, formatés, ils ne sortiront jamais de ces sentiers-là. C'est normal, ils ont pas été programmés pour le faire. Alors que si vous leur mettez dans la même pièce que des gens différents, qui vont aborder les sujets différemment, etc., là, ils vont se révéler en disant « Ah oui, il y a d'autres voies ». Alors, dernière question rituelle, avant la question de la salle que je pose à tous les gens que je croise. Et là, ça tombe particulièrement bien parce que c'est un événement, le point de Dauphine Alumni. C'est une question extrêmement simple. Que faut-il apprendre à nos enfants ? Simple et compliqué. Ouais, ça c'est... Vous avez 5 minutes. Vous avez 4 heures à boire un café. Moi, je dirais que clairement, ce qu'il faut leur léguer, c'est d'être tolérant. Je pense qu'on vit dans un monde d'agressivité extrême, et que je pense que la tolérance, l'écoute, les valeurs humaines,
C'est ce qui va nous sauver. Et je pense que si on veut notamment réformer la manière dont on est sur cette planète, parce que nous, on est des invités sur cette planète. On est des invités. Donc, il faut avoir ces valeurs. Un peu mal poli aussi, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, on est très mal poli. Mais je pense que quand même, ça sera impossible de changer et de faire évoluer l'humanité si on n'inculque pas ces valeurs d'écoute, d'autotolérance, d'ouverture, d'esprit. Voilà. Mais ça, c'est pas facile en ce moment parce que on n'est que dans les jeux de blocs et de tension et de haine. Alors, il faut relâcher ça parce que le sujet, il n'est pas là. Le sujet est ailleurs. Un peu d'amour, donc. Un peu. Merci beaucoup, formidable. On peut l'applaudir déjà avant de passer aux questions. Alors, les questions, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, ce que j'ai retenu, moi j'ai retenu pas mal de choses de mon passage à Dauphine. Moi j'ai un souvenir d'avoir beaucoup travaillé. Donc déjà ça c'est étonnant. Non mais j'ai souvenir en fait d'une grande rigueur. J'étais pas complètement fait, je crois, pour faire ce DESS. C'était assez dur parce qu'en fait, je sais pas pourquoi je voulais faire des études de marché à l'époque. C'était intéressant, je voulais bien les lire, mais pas les faire. Donc j'ai fait ça au moins j'ai compris que c'était mieux que je sois de l'autre côté de la barrière. Donc moi j'ai souvenir de ça, j'ai souvenir d'une grande sélection au départ. C'était assez dur parce que je revenais de l'étranger et je me souviens d'avoir candidaté parce que j'étais très intéressé pour faire des études de marché et en fait j'avais demandé quelles étaient les statistiques parce que je suis comme un homme de chiffres et on m'avait dit non bah alors voilà il y a 750 candidats. On va demander de faire un rapport, une petite étude pendant l'été. Je leur dis, c'est quoi la petite étude? Une cinquantaine de pages sur un sujet. D'accord, vous avez 2 semaines. Ok. Ensuite, on va en garder 300. Dans les 300, on va en sélectionner 60 à l'entretien. On va en prendre 30. Ensuite, dans le DESS, il y en a 20 qui auront leur diplôme. Je leur dis, ah bah, ça fait super envie, ça. C'est super. Oui, et puis vous ne faites pas trop d'illusions. Enfin, bon, d'accord. Donc j'ai souvenir de ça aussi, ça m'avait pas mal marqué, en disant mais putain j'ai aucune chance. Et ensuite, j'ai souvenir aussi que les professeurs étaient du monde professionnel et ça c'était très passionnant. J'ai trouvé que le programme et l'enchaînement des expériences professionnelles était un bon pied à l'étrier. C'est comme ça que j'ai trouvé mon premier emploi par un ancien élève de Dauphine qui est venu présenter et qui m'avait proposé un truc et puis j'ai démarré comme ça. Voilà, donc ça a eu pas mal de... Donc j'ai fait quelques fêtes aussi, je me souviens très bien ça aussi. Ça c'était cool. C'était très très bien. Voilà. Et concernant votre deuxième question sur la partie emploi et compétences, nous l'année dernière on a recruté 400 personnes, quelque chose comme ça, 430. Le sujet général du moment de toutes les entreprises, et notamment des entreprises de la tech, c'est l'attrition, le turnover. Ça, c'est un vrai sujet qui est lié à plein de phénomènes. Post-Covid, pendant le Covid, il n'y a pas eu de démission. Il y a eu très peu de démissions pendant le Covid parce que les gens étaient chez eux, sont restés dans leurs entreprises. Et puis, en fait, qu'est-ce qui s'est passé à la sortie du Covid? Il y a eu l'appel d'air des gens qui, la première année, puis la deuxième année, devaient changer de métier. Donc en fait, c'est déjà ça le premier phénomène qui s'est passé, c'est que pendant 2 ans, il n'y a eu quasiment pas de démission, puis ensuite départ. Deuxième chose, la transformation complète du monde dans lequel on est a quand même réveillé les 25-35 ans en disant qui suis-je, où vais-je? Et ça, ils ont profité de cette période-là pour se poser la question, et notamment les collaborateurs ultra qualifiés. Et ça a réveillé pas mal de je vais changer de vie, je vais changer de métier, je vais changer d'endroit. Et donc sur ça, la question de ça, c'est en fait elles quittent les entreprises sur lesquelles il n'y a pas assez de sens et de vision. Et ça c'est très clair. Si on ne donne pas de vision et de sens, ces équipes-là elles partent. Elles sont sensibles à ça. Et donc ça c'est tout notre travail quotidien de donner de la vision, donner des valeurs, donner de la transparence. Pour les convaincre. Et on est dans une situation, comme vous voyez, inversée. C'est nous qui devons convaincre. Et c'est important, c'est un changement de rééquilibrage de posture qui, à mon avis, qui est très sain.
mais on doit convaincre. Donc, c'est pour ça que nous, on est centré vers les compétences et les valeurs pour les assembler et pour créer cette cohésion. Et ça, c'est essentiel. Et après, il y a des appels d'air dans des métiers très forts, de la tech notamment. Et je pense qu'il faut ouvrir ces chakras. Je pense qu'il y a quelques années, si vous m'avez posé la question sur le télétravail, je vous aurais dit j'aime bien, on peut en intégrer. C'était déjà le cas avant la Covid. Et puis en fait, aujourd'hui, je le vois aussi comme une opportunité d'attirer des talents que je pourrais peut-être pas garder ou que je pourrais peut-être pas avoir. Mais en tout cas, il faut se poser vraiment la question de quels sont les profils de collaborateurs qu'on cherche, quel c'est le discours et la valeur ajoutée qu'on va leur montrer pour pouvoir les garder et les attirer, quel est le projet qui est derrière, quelles sont les conditions salariales, mais même il y a de l'inflation, hein, sur ça c'est normal, mais ça me semble être secondaire face au projet. Et puis ensuite, en termes et derrière, recruter les compétences, ouvrir ces chakras à des gens qui ont des compétences, qui n'ont pas forcément sur le papier les diplômes casser ces trucs-là. De toute façon, vous n'allez pas réussir à recruter tous les robots que vous voulez. Ça, c'est pas vrai. J'y crois pas une seconde, ça. Et ça sert à rien. Ces équipes-là, elles sont mauvaises. C'est pas des bonnes équipes. Les équipes, faut mélanger les profils. Voilà. Donc nous, on investit pas mal là-dedans. On est dans des programmes aussi d'accompagnement, aussi d'inclusion, pour essayer justement d'intégrer des profils un peu différents. Alors, Le Bon Coin, il a été lancé en 2006. Moi, j'ai pris le train en 2009, donc j'étais le 5e employé en 2009. Aujourd'hui, on est 1500, donc ça a beaucoup changé. En fait, au départ, jamais on a imaginé que ça deviendrait ce que c'est aujourd'hui. Hein. Enfin, pour être complètement honnête, c'était un site plutôt moche, plutôt utilisé pour faire des achats de base, etc. La première fois qu'on le regarde, on pouvait le prendre un peu de manière même méprisante, hein, en se disant mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là. Et en fait, en y rentrant, on s'apercevait assez vite de la magie de l'usage simplifié du service, de sa spontanéité, du pragmatisme, de la simplicité, et puis de l'opportunité que ça crée de trouver des objets uniques, etc. Et les grandes étapes derrière, on est rentré dans une phase d'accélération assez rapide. La première chose qu'on a faite quand moi j'ai rejoint l'équipe d'Olivier Zac, hein, qui est le fondateur du Bon Coin, c'est qu'on a travaillé sur la monétisation. Parce qu'en fait, les startups, leur difficulté, au départ, c'est la tension extrême qu'elles ont à devenir rentables. Et en fait, je pense qu'on a été assez patient, heureusement, et on avait un board super patient, et heureusement, je les remercie, parce que c'était les premières années, c'est un élément de tension. En fait, on est là pour construire l'audience. Et si le board derrière se met à dire il faut que tu monétises, trouve ton business model, où en est ta monétisation, en fait, ça empêche de construire l'audience. Et on a eu, je pense, à la fois on était un peu cabochard, donc en fait on était très concentré sur la construction de l'audience, moins sur la monétisation. On a résisté beaucoup. Et ensuite, quand on a commencé la monétisation, on a fait un truc, je pense, qui était difficile, c'était de combiner de la gratuité avec des contenus qui étaient très importants pour nous, c'est ceux des particuliers, mais avec une monétisation sur les professionnels. Et je pense qu'on a réussi à trouver l'équilibre entre ça. Et on a eu du courage de le faire, je pense. Et quand on a démarré cette monétisation, on a acheté notre indépendance en 6 mois. Et quand on a fait ça, c'était dans l'année 2009. Et ça nous a permis de gagner des années d'investissement. Et ça nous a permis d'amorcer la pompe. Mais avant cela, on a construit l'audience. Et on a été très strict sur le sujet. Je crois que ça a été un moment décisif. Puis ensuite, on a franchi les paliers de monétisation. Et je crois que la première chose qui est marquante dans une startup, c'est de recruter des profils, des seniors. Quand les seniors sont arrivés, on a vu la différence. Les 3-4 personnes, vous savez, qui changent la donne. Ceux qui savent faire. Parce que savoir penser, c'est important. Et si vous êtes trop de penseurs et pas de faiseurs, c'est super. Vous avez une boîte vachement bien. Qu'est-ce qu'elle pense bien? Mais elle fait rien. Elle fait rien. Elle ne sait pas faire. Nous, au début, on s'est dit, alors nous, on va penser un peu, et après, on va prendre beaucoup de faiseurs.
Et les faiseurs qu'on a fait arriver, ils ont changé la donne. Ils ont tout changé. Et après, on a refait arriver des penseurs. Parce que il faut penser au coup d'après, quoi. Voilà. Donc je pense que ça a été bien fait. Les difficultés, il y en a eu tellement, il y en a aujourd'hui encore. Les difficultés, je pense que ça a été de tenir, de tenir les valeurs et de freiner la croissance. Parce qu'en fait, la tentation du départ, c'est de surmonétiser. Parce qu'une fois que ça marche, nous on a appuyé sur le bouton, je ne sais pas si tu te rappelles quand tu étais chez Chipset, quand on a appuyé sur le bouton de la monétisation, en fait ça a commencé à pousser fort. Mais si vous laissez pousser ce truc-là, après vous êtes pris dans l'engrenage de la croissance. Il faut la contrôler. Pourquoi ? Parce que si vous la contrôlez pas, vous allez croître. 2 ans, 3 ans, puis après vous allez freiner. Nous, ça fait 15 ans qu'on a de la croissance à 2 chiffres. C'est une ligne, et on la tient, on pense que c'est une bonne chose de la tenir, parce que ça nous permet de construire au fur et à mesure. Et ça, c'est dur. Je trouve que ça, c'est une difficulté. L'autre difficulté qu'on a eue, ça a été que on était un concept de tech au départ, et on a oublié, je pense, 2-3 ans qu'on était une boîte de la tech. On a déséquilibré un peu l'entreprise à l'intérieur, on a mis beaucoup de collaborateurs côté business, et ça, c'était une erreur. Donc on est revenu, on a remis de la tech, et on a restabilisé le bateau. Et on a un peu tardé, j'ai trouvé, à faire ça, et c'est de ma faute, ça. Et j'ai mis du temps parce que je suis lent, mais j'ai compris assez vite qu'il ne faut pas changer son ADN trop vite. Et en fait, on a essayé de s'en éloigner, on est revenu dessus, je crois que c'était une bonne chose. Ça. Et puis après, des difficultés, on en rencontre tous les jours. Je trouve que moi, ce qui est le plus important, c'est de jamais lâcher la vision et le projet pour que les collaborateurs ils l'achètent. Parce que si les collaborateurs ils l'achètent, les clients vont l'acheter. Mais c'est les collaborateurs d'abord. Il y a pas mal de questions. Alors peut-être sur le dernier volet, d'abord sur les recrutements. Moi, jusqu'en 2016, je voyais tout le monde. 2016-2017, aujourd'hui, je ne vois que le niveau en dessous des équipes qui me sont rattachées, donc mes N-2. Je pense que je regrette un tout petit peu cette période-là, parce qu'en fait, non pas que je sois meilleur en recrutement que les autres, c'est que je pense que le prisme de recrutement sur les valeurs est très important. Et un CFO, un bon CFO, tu peux trouver ça un peu partout, techniquement. Enfin, je veux dire, il y a de l'offre. Par contre, un CFO qui comprend ton business et qui a des valeurs, déjà, ça, c'est plus compliqué. Donc, moi mon conseil, c'est les valeurs, ça ne se négocie pas. Voilà. Soit la personne qui arrive, elle a toutes les valeurs, et là, c'est bon. Soit il lui en manque une demi, et c'est pas bon. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà. Donc, on ne transige pas sur les valeurs. Voilà, ça, c'est clair. Et je pense que ça, c'est un bon... Si je peux donner un conseil, c'est qu'en général, toutes les conneries de recrutement que j'ai faites, et j'en ai fait pas mal, à chaque fois, il y avait un demi-doute. Je n'ai pas appliqué la consigne quand il n'y a pas de doute. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Voilà, à chaque fois, c'est garanti, il se passe un truc. Et ensuite, je pense qu'il faut récompenser plus l'énergie, l'envie, les valeurs que le CV. Il faut se méfier un peu des CV ronflants. Il faut avoir des gens qui aient vraiment envie de bousculer le monde, quoi. Parce que c'est un monde quand même extrêmement difficile. Je vais revenir sur ta première question. Moi, je pense que la normalité, c'est que ce sont des mondes en crise. Les moments de paix, c'est eux les moments bizarres. Donc, il faut quelqu'un quand même qui est un peu le mort aux dents et qui a envie de bousculer le monde. Et ça, il faut que ça soit testé dans les entretiens de recrutement. Il faut quelqu'un qui ait envie de casser les murs, quoi. Et ça, c'est difficile à détecter sur un CV. Il faut le voir les gens. La gestion de la normalité et les crises. Écoute, Le Bon Coin, c'est un support
de croissance et de décroissance. Quand il y a de la croissance, le conjoint se porte bien, parce qu'on est drivé par l'automobile et l'immobilier qui est notre ADN. Et quand on est en décroissance, on se porte bien aussi, parce qu'on est là pour fournir du pouvoir d'achat aux gens. Donc en fait, on est dans un cercle vertueux en permanence. Et nous, on bosse sur ça. Et après, on ajuste les manettes de l'entreprise basée sur ça. Voilà. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est compliqué. Une question ici. Bonjour, Kevin Silvaggio du groupe Le Pape. Il y a de plus en plus de distributeurs spécialisés, de marques dans le sport, dans la mobilité, qui s'intéressent à ce marché de la seconde main. Est-ce que vous y voyez une menace? Est-ce que pour vous c'est voué à l'échec, ou est-ce que c'est au contraire une opportunité pour vous? Non, moi je m'en réjouis. Je vois bien que ça y est, les retailers dans leur ensemble et les fabricants commencent à intégrer cette notion de seconde main. Ils sont un peu embêtés avec parce qu'en fait c'est pas dans leur habitude industrielle de distribution, de gestion, même marketing de la marque. C'est un truc qui déstabilise un petit peu, parce qu'en fait ils n'ont jamais intégré dans leur stratégie marketing le fait que le produit qu'ils vendaient allait leur revenir, ou que le client qu'ils avaient était l'ambassadeur de leur marque, mais vraiment, puisque c'est eux qui derrière allaient le revendre. Et ça c'est quelque chose qu'ils sont en train d'intégrer. Moi, tous les retailers que je vois qui viennent me voir ont tous intégré cette réflexion-là. Ils cherchent un peu la voie. Moi, je crois que ce que ça crée, c'est que ça crée une augmentation du marché. En tout cas, c'est ce qu'on observe. Et que de toute façon, ça va devenir la norme. Dans 10 ans, il y a plein de marchés sur lesquels on est où l'occasion aura dépassé le neuf. Sur l'univers de la mode, par exemple, c'est une question de mois, je pense, années peut-être, avant que l'occasion dépasse le neuf. Et c'est normal, hein. On produit par an 145 milliards de vêtements. C'est bien, hein, il y a 8 milliards d'habitants, et il y a 1 milliard d'acheteurs. Donc en gros, ça voudrait dire que chacun d'entre nous, on prend 140 vêtements par an, donc tous les 2 jours, il faut acheter un vêtement. C'est absurde. Oui, c'est la deuxième industrie la plus polluante au monde. Donc ce truc-là ne marche pas. Enfin, il marche, là, on peut se faire encore plaisir quelques années, mais il va falloir changer, parce que c'est pas possible de tenir ce rythme. Et je parle de la mode, mais je veux pas stigmatiser, c'est dans tous les métiers pareil. Bah, cet objet-là, Bah, celui-là, il est bien visé. Après, il y a plein de gens qui commencent à travailler sur comment on fait pour les réutiliser, mais la manière dont les marques et les fabricants vont devoir se transformer, il va falloir complètement l'intégrer dans leur stratégie, mais de A à Z, dans le sourcing de leur matière jusqu'à la distribution. Ça, c'est une révolution industrielle. C'est celle-là qui va démarrer. c'est un marché à prendre donc. C'est le marché. C'est la norme qui va s'installer. De toute façon, ça va se faire parce que les générations qui arrivent, elles vont le traiter. Quand vous discutez avec vos enfants aujourd'hui, mais pour eux, c'est une évidence. Quand ils achètent un truc, ils regardent l'étiquette, ils veulent savoir d'où ça vient, comment ça a été fabriqué. Bon, moi, j'ai un modèle un peu nerveux sur ce sujet, mais non, mais enfin, ils posent des questions sur les contenus, les matières. Est-ce que le bien a voyagé? Des questions, et ça, dans quelques mois, quelques années, on l'espère, en tant que consommateur, vous aurez un rôle de filtre. Ça sera votre job de regarder en disant qu'est-ce que j'achète, où est-ce que je mets mon argent, d'où vient ce produit. Enfin, il y a pas mal de questions qui vont. Donc, tout ça, c'est une révolution industrielle, et c'est la prochaine révolution industrielle. C'est la transformation complète de nos fabrications, de la production mondiale. Ça va chauffer, hein, parce que ça va bouger beaucoup regardez le débat sur l'énergie actuelle, sur les matières premières. Ça, c'est le point de départ. La France, qui est un des premiers producteurs au monde de céréales, importe 20-30% de ces céréales. L'ADN du Bon Coin fait que mécaniquement, la plateforme par an permet en gros de préserver à peu près 7 à 8 millions de tonnes de CO2 en utilisant la plateforme. Donc quand vous utilisez la plateforme,
On mesure parce que la moitié des achats se substituent au neuf, on mesure l'impact sur le transport, on mesure même les impacts de l'entreprise Le Bon Coin dans cela. En fait, c'est tellement ADN qu'en effet, on l'affiche moins. C'est qu'en fait, l'usage fait que les économies de CO2 sont énormes. 7 millions de tonnes de CO2, c'est en gros Paris, l'Île-de-France sans transport pendant 2 ans. C'est ça l'impact aujourd'hui du Bon Coin sur l'économie, en termes d'empreinte CO2. Ensuite, on réfléchit en tant que média et en tant que support, notamment sur les produits, les 50 millions de produits qu'on a, à labelliser ou en tout cas mettre plus clairement quelle est l'empreinte des produits qui sont sur la plateforme. Alors aujourd'hui, c'est le cas pour les produits de l'immobilier, par exemple, ou certains de l'automobile, mais par exemple, ça n'est pas sur les téléphones, ça n'est pas sur les vêtements, etc. Donc on réfléchit à comment créer quel indicateur. C'est un sujet assez compliqué parce que c'est une question de traçabilité des produits. Il faut récupérer la traçabilité, son origine, d'où il vient, où est-ce qu'il a été fabriqué. Et comme c'est des particuliers qui les possèdent, on n'a pas toujours l'origine. Voilà. En tout cas, on travaille là-dessus et c'est assez central. Et l'entreprise Le Bon Coin aussi est très branchée sur ça. Et notamment, on a ouvert pas mal de chantiers autour de la manière dont on code pour consommer moins d'énergie et consommer moins de données. Et ça, aujourd'hui, nos devs, ils sont assez branchés là-dessus. Le Bon Coin n'a jamais été une plateforme très consommatrice d'énergie. C'était lié à la structure de notre code, qui était peu énergivore. Mais maintenant, on a envie de transformer la manière même dont on code et la manière dont on utilise nos données. Donc ça, c'est un virage qu'on est en train de prendre. Côté hébergement, vous avez raison. Aujourd'hui, on utilise plusieurs services, notamment d'Amazon. On travaille aussi avec Google. La raison est qu'aujourd'hui, ils ont les meilleurs produits. Et qu'aujourd'hui, nous, on gère une plateforme d'une sophistication très forte et qu'il n'y a pas aujourd'hui de meilleur produit que celui-là. On pourrait choisir d'aller dans une solution alternative, par exemple, ou un autre partenaire. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le niveau de fonctionnel qu'on a nécessite d'utiliser des services de ce type. C'est aujourd'hui un dilemme, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a demandé ? On a demandé que nos données, notamment, soient en Europe, pour qu'on puisse y avoir accès. Donc, c'est une garantie qu'on a, parce qu'on sait où sont nos données. Elles sont en région parisienne et en Irlande. Donc, on sait où elles sont. Et ensuite, est-ce que c'est un risque ? Oui, de toute façon, Internet, aujourd'hui, est intégralement géré par les GAFA. Donc ça, c'est une réalité. Ils ont une certaine responsabilité là-dessus, donc je pense qu'ils ont des côtés quand même raisonnables malgré tout. Est-ce que ça crée de la dépendance ? Oui, mais pas plus que d'autres plateformes digitales. Est-ce qu'on peut sortir de cette dépendance-là ? En fait, quand même, Internet, c'est un monde très imbriqué. Toutes les plateformes que vous utilisez aujourd'hui ont toutes plus ou moins de la techno GAFAM présente, à un endroit ou à un autre. Est-ce que c'est mal ? Non, c'est pas mal parce qu'ils font des bons produits. Est-ce qu'on peut les forcer à se comporter différemment ? Oui. Mais ça, c'est l'entreprise qui est derrière. Mais les services qu'ils produisent, il y en a pas mal qui sont bien. Ils sont bien, et est-ce que ça permet d'être au Bon Coin d'être meilleur ? Oui. Le Bon Coin est meilleur grâce à ces services-là. Est-ce que demain, s'il y a des services équivalents à un bon prix, est-ce que je changerais ? Oui. Si l'entreprise qui est derrière est meilleure, oui. Donc en gros, si les pouvoirs publics en France et surtout en Europe, parce que au niveau européen, réussissent à rééquilibrer les choses en matière fiscale et en matière de réglementation sur les données, ça va se produire. Je pense oui. Je pense que clairement aujourd'hui, si vous laissez les acteurs du cloud européen, de la data, concourir avec les mêmes conditions, ça roule. Le problème qu'il y a, c'est que le temps joue contre nous. C'est qu'aujourd'hui, chaque jour qui passe, vous avez ces acteurs-là qui gagnent des parts de marché. Donc peut-être que ça passera par un rééquilibrage au préalable. Mais moi, ce que je reproche aux autorités européennes, c'est pas tellement leur inaction, parce qu'elles font plein de trucs quand même. La RGPD, c'est des bonnes choses, il y a plein de réglementations. Exactement. C'est des réglementations qui sont positives, qui ont un impact positif. Le problème qu'il y a, c'est qu'elles sont européennes et qu'aujourd'hui, ils ont du mal à réglementer les autres acteurs en dehors de ces zones-là.
que les acteurs à l'intérieur de ces zones-là sont soumis à une pression forte pour respecter la loi, c'est normal, c'est la loi. Par contre, elles sont quand même en concurrence avec des acteurs qui ne jouent pas les règles de jeu de cette loi. Donc c'est ça qui est le sujet, et c'est pour ça qu'il faut que tout le monde se mette d'accord et ça passera peut-être par un rééquilibrage à un moment donné, pour recréer les conditions de la concurrence. Pardon, je suis un peu embêtant parce que c'est une obsession. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut jouer une forme d'extraterritorialité des lois comme le font les Américains? C'est-à-dire de toute façon, quand vous êtes une entreprise mondiale, vous n'avez pas le choix que de respecter les règles américaines, sinon on vous coupe l'accès au marché américain, au financement américain, ce qui fait que les décisions du DOJ ou de la SEC s'appliquent en réalité à des entreprises du monde entier. Est-ce qu'il faut que l'Europe joue la même carte? L'air dit, c'est pas parce que vous êtes installé ailleurs, comme étant donné que le marché européen est ce qu'il est, vous devez respecter les règles européennes. Bon, ça c'est un débat qui me dépasse un peu fortement, mais je dirais oui. Moi, je pense qu'en ce moment, l'Europe est en train de réaliser qu'il faut être européen et il faut être uni. Donc ça, c'est une bonne chose. Elle a peut-être tardé à comprendre qu'il fallait le faire, mais ça y est, elle a peut-être compris. Et ce qu'il faut être plus proactif, ça sert à rien d'être le meilleur élève. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on est des super bons élèves. C'est chouette, hein. C'est génial. On a créé les meilleures lois protectrices dans le monde entier, de la protection de données. C'est génial, on peut en être très fiers. Parce que je trouve qu'en termes d'évolution de l'humanité et de nos technologies, c'est remarquable. Par contre, on se punit nous-mêmes, quoi. Donc, si on veut pas se punir, on les laisse, ces lois, elles sont très bien comme elles sont. Et par contre, on les applique à tout le monde. Voilà. Et ça, à mon avis, il faut un peu de fermeté. Mais j'ai l'impression quand même qu'en ce moment, la fermeté, c'est en train de revenir quand même. Donc, peut-être le moment de faire passer des changements. Alors, je cherchais des exemples tout à l'heure des difficultés que j'ai rencontrées, des trucs que j'ai foirés. Ça, je l'ai bien vautré. On avait un incubateur et on l'a fermé. Et on avait une structure aussi qui faisait de la venture en interne. Alors maintenant, c'est géré par un Devinta, mon groupe. Mais localement, on l'a fermé aussi. En fait, l'expérience qu'on a eue, c'est qu'on était tellement en croissance qu'en fait, c'était difficile de faire émerger des projets internes. Pourquoi? Parce qu'en fait, on est tellement consommateur de ressources liées à notre croissance qu'il n'y avait aucun petit projet qui survivait à l'arbitrage de ressources. Rien. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, on avait des projets très intéressants, très pertinents sur des niches qui arrivaient. Et en fait, à chaque fois qu'elles étaient mises à côté de projets plus structurants pour le groupe Le Bon Coin, elles étaient arbitrées. Donc ça, on n'a pas réussi à le faire. Et la raison est que je pense que j'ai une pression de croissance qui est assez forte et que aujourd'hui, la mettre à côté dans la même roadmap, que ça, c'est pas tenable. C'est pour ça d'ailleurs que maintenant c'est mon groupe qui le gère, comme ça c'est géré à part. Et il y a, on va dire, un peu de silo entre les deux, mais c'est mieux, ça lui préserve ses chances. Et concernant votre question sur l'innovation, en fait, il y a pas mal de débats internes qui disent qu'est-ce que c'est l'innovation. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'innovation a plein de visages, et c'est pas forcément d'utiliser une technologie récente. Donc, et on pousse nos équipes justement à avoir une réflexion plus autour de la création de valeur. Quelle est la création de valeur qu'on est en train de faire? Et des sujets simples peuvent être de l'innovation. Concernant la question sur la blockchain, aujourd'hui, il y a, à ma connaissance, assez peu d'applications industrielles fonctionnant pour le grand public sur la blockchain. Il y a peut-être des questions que nous, on se pose autour de l'identité, par exemple, ou de la sécurité. Mais aujourd'hui, c'est pas très marquant. Et je trouve que c'est... Voilà, j'ai pas vu encore de business case vraiment très, très important et très massif sur le sujet. Même regarder les GAFAM qu'on citait tout à l'heure, qui sont quand même très en avance sur ces sujets-là, soi-disant, ils arrivent à rien sortir pour l'instant. Donc ça, c'est pas un très bon signe pour cette technologie. En fait, alors ça, je me suis posé plusieurs fois la question parce que
J'ai vu pas mal d'étudiants récemment. Et en fait, moi, je trouve que plus cette université, cette école, elle est ouverte, mieux c'est. Plus elle voit d'intervenants extérieurs, mieux c'est. J'ai l'impression aussi que plus elle apprend des techniques de co-construction, qui me semble quand même être une tendance de fond de notre manière de travailler. Et ça s'apprend, ça, la co-construction, dans le dialogue, dans l'animation, dans les méthodes, etc. Plus ils auront de chances d'émerger dans ce monde. Je dirais aussi que il faut les faire sortir de leur zone de confort et les faire travailler sur des sujets qui sont très différents de ce pourquoi ils ont été recrutés dans leur formation. Je leur ferai faire des choses très différentes. Parce qu'en fait, s'ils apprennent bien leur cours, ils seront bons en marketing, ils seront bons en finance, etc. Mais qu'est-ce qui va leur permettre d'être un excellent collaborateur et surtout d'avoir des idées et de changer les règles du jeu des marchés dans lesquels ils vont arriver? C'est pas la technicité de leur métier, il faut, hein, bien sûr, mais c'est les angles différents qu'ils vont donner. Et pour faire ça, il faut ouvrir les chakras. Et ça, il faut faire des choses très différentes. Aller faire découvrir des cultures différentes, parce que c'est ça qui va donner des angles. Parce que moi, je cherche des angles, je cherche des disruptions, des changements de code. Et en fait, c'est ça que les chefs d'entreprise, ils cherchent des gens différents. Et je pense que c'est pas facile à intégrer dans les programmes, mais comment on travaille la différence? Ou d'où viennent les idées? Les idées, elles viennent pas de l'autoroute, elles viennent pas de la voie tracée. Et moi, je les ferai découvrir d'autres choses, notamment sociétales, parce qu'il faut bien comprendre la transformation sociétale, bien comprendre les gens, et je les mettrai plus en confrontation avec la réalité sociale des gens, de toutes les catégories socio-professionnelles, pour qu'ils comprennent un tout petit peu mieux dans quel monde ils sont. J'ai l'impression parfois qu'ils sont un peu loin. Ils lisent des choses, mais ils ne le vivent pas. Moi, je leur ferai prendre un peu d'expérience là-dessus. Voilà. Bravo, hein. Merci beaucoup.